histoire? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, merci, merci de nous avoir invités, puis merci de cette organisation en temps de covid évidemment, qui du coup a, j'imagine, bouleversé un peu toutes vos habitudes, les nôtres aussi à l'université, je vous le rassure. Donc je parle aussi, dans une année qui est particulièrement compliquée pour les cursus intégrés et pour les étudiants, pour les 2 pays, pour la circulation entre les 2 pays et voilà, donc ça fait partie de la petite parenthèse qui concerne tous les cursus franco-allemands en ce moment et au-delà de ça. Et donc alors voilà, je suis moi-même donc, comme vous l'avez dit et merci pour cette présentation, donc enseignant, d'histoire et de civilisation allemande, sur un double poste donc, entre les études de langue et le département d'histoire. Et j'ai repris la direction depuis 3 ans maintenant d'un cursus franco-allemand intégré, comme il en existe beaucoup, intégré et labellisé par l'université franco-allemande. Donc, si vous allez sur le site de l'université franco-allemande, vous trouvez l'ensemble de ces parcours intégrés franco-allemands de licence, mais aussi de master. Nous sommes un parcours intégré qui couvre donc les 5 années des 3 années de licence et les 2 années de master. Et c'est un cursus vraiment, alors qui existe depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, puisque nous avons fêté, et Mathilde s'en souvient bien, puisqu'elle était la cheville ouvrière de ces festivités pour les 20 ans du cursus, que nous avions fêté à Bielefeld en 2018. Et donc, c'est un cursus qui repose donc sur cette tradition, ce qui veut dire aussi que nous savons faire, voilà, que tous les ans se posent des problèmes spécifiques. Tous les ans, nous avons des questions différentes à résoudre, mais on y arrive, voilà, on y arrive comme souvent dans le franco-allemand, par la discussion, par le fait de trouver des solutions individualisées. C'est un cursus spécifiquement en histoire. Alors ça, je le dis d'emblée, et c'est aujourd'hui, nous sommes dans la table ronde donc consacrée aux études franco-allemandes en histoire. C'est en histoire, mais c'est de l'histoire élargie. Et ça aussi, il faut le dire, ce cursus repose en particulier sur sa partie allemande et sur la partie qui est faite à l'université de Bielefeld, sur la combinaison entre un Hauptfach, Geschichte, et un Nebenfach, qui peut être choisi donc dans une faculté, enfin dans la même faculté, mais dans un département voisin. Beaucoup prennent Politikwissenschaft, d'autres prennent Anglistik, pourquoi pas Romanistik. Donc, il y a déjà cette bivalence pour les études côté Bielefeld. Et puis, les études côté françaises sont évidemment des études d'histoire, mais ouvertes sur le transnational, sur les langues, sur des parcours bivalents également. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont des études d'histoire ouvertes, voilà, et qui sont franco-allemandes. Donc ça fait partie de tous les cursus intégrés franco-allemands, avec la petite spécificité pour le cursus que je représente et qui regroupe donc du côté français l'Université de Paris. Et comme l'a dit Sébastien Jung, l'Université de Paris, c'est le nouveau nom de l'Université Paris Diderot Paris 7, voilà, le paysage parisien des universités, le paysage français, mais particulièrement francilien, a énormément évolué. Donc ça, évidemment, sur Parcoursup, c'est pas toujours facile à retrouver, mais nous appelons l'Université de Paris maintenant. Donc la spécificité de ce cursus entre Paris et Bielefeld est de passer les 2 premières années tout de suite après le bac en Allemagne. Donc, donc il y a un petit déséquilibre, si vous voulez, au niveau de la licence. La licence dure 3 ans et vous avez 2 années tout de suite, les 2 premières, vous êtes envoyé, vous êtes lancé en Allemagne, donc à Bielefeld, une ville universitaire donc qui est très marquée par son université. C'est une petite ville, mais particulièrement marquée par son université, donc dans un environnement de vie et un lieu de vie très étudiant. Et dans une école aussi de Bielefeld, enfin dans une université de Bielefeld qui a créé
une vraie école en histoire. Donc, ça fait aussi l'intérêt de ce cursus que d'être amené par le biais de cette méthode de Bielefeld à faire des études d'histoire qui sont un peu spécifiques, même pour l'Allemagne elle-même. Hein. C'est vraiment une école spécifique. Et puis, voilà, la formation, ce que nous trouvons intéressant sur ces 2 ans passés en Allemagne, c'est la formation très libre aussi, très ancrée sur le travail de groupe, sur le travail sur les sources, tel qu'il est proposé par l'école allemande, enfin, par les études d'histoire en Allemagne. Voilà, donc ça c'est, disons, en gros. Après, je pourrais vous parler aussi peut-être dans les questions, j'imagine qu'il y aura des questions sur les critères de Parcoursup et toutes ces choses. Donc, je fais partie de la commission de sélection de Parcoursup. Ça fait partie des questions que les élèves et les parents d'élèves me posent très souvent, notamment au moment des journées portes ouvertes, qui vont certainement cette année se passer aussi en visioconférence. Mais voilà. Donc, je pourrais répondre à ces questions, mais en gros, les critères de sélection pour un public d'Abibac, je pense que vous êtes tout à fait, comment dire, bien préparé à faire ces études. Ce dont on veut vraiment être sûr au sein de la commission, c'est que vous soyez en mesure de vous adapter immédiatement à faire des études en Allemagne. Voilà, c'est ça, puisqu'on vous envoie dès septembre sur le terrain en Allemagne, à Bielefeld, dans l'université partenaire. Il faut être sûr que cette transition se passe le mieux possible. Donc ça fait partie des choses auxquelles nous sommes attentifs. Et puis votre motivation à faire des études d'histoire aussi, parce que voilà, moi j'ai fait des études d'allemand et j'ai fait des études d'histoire, mais j'ai beaucoup aimé mes études d'allemand. J'aurais très bien pu faire des études de sociologie, ça m'aurait certainement beaucoup plu aussi. Enfin, je veux dire, il y a des tas de possibilités, donc il faut être sûr que l'histoire est quelque chose qui plaise. Et donc ça peut se dire dans une lettre de motivation que nous lisons, parce que sur un cursus comme celui-là, c'est un cursus sélectif sur Parcoursup, on a le temps de lire vos lettres, les dossiers, de les regarder avec attention. Voilà. Et pour la poursuite d'études, donc je vous le dis, il y a aussi un master. Mathilde a même poursuivi au-delà puisqu'elle elle est restée à Bielefeld et elle fait aujourd'hui une thèse. Voilà, donc il y a plein de possibilités, mais je crois qu'on avait dit 5 minutes pour les petites interventions. Donc le but, c'est pas que je monopolise la conversation ici. Donc merci. Merci beaucoup, Monsieur Farge. Du coup, je rebondis sur Mathilde Ackermann. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement du coup votre parcours et du coup l'intérêt pour vous des études d'histoire et de ce parcours franco-allemand intégré? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Mathilde Ackermann. J'ai pas fait d'études à Bibac. Je sais pas si tout le monde est en Abibac, mais en tout cas, moi, j'y étais pas. J'ai pas eu cette chance-là. Mon lycée le proposait pas. Donc, j'ai fait allemand LV1. En seconde, j'ai décidé de partir en Allemagne pour 6 mois avec le projet Voltaire proposé par l'OFAGE. Et la vie allemande, ça a bouleversé la mienne. J'ai découvert une nouvelle manière d'être à l'école, une nouvelle manière de vivre tous les jours, et je voulais absolument repartir. Et donc, comme l'a dit du coup Monsieur Farge, pour moi, il fallait que ce soit dès la première année. Donc, Bielefeld, c'était mon premier choix et il fallait que je l'aie. Donc, je l'ai eu, j'étais très contente. Et durant ces 2 années, ces 2 années à Bielefeld, mais ces 3 ans de licence, que j'ai trouvé, d'abord, c'est un groupe. Donc, d'être directement intégrée dans un groupe franco-allemand où je ne suis pas toute seule, nouvelle à l'université. Pour moi, c'était très important. Ça a été un grand soutien. Je pense que Quentin pourra aussi affirmer ça entre les petits nouveaux, mais être accompagné avec ceux qui sont déjà dans le cursus, en licence et en master. On a un groupe très uni, donc c'était très important pour moi et ça a beaucoup joué. Mais également du côté des professeurs, de la coordination,
On a une coordination absolument géniale qui nous a beaucoup soutenus et qui me soutient aujourd'hui encore, qui fait partie de mon choix de rester à Bielefeld. Et, euh, et à la fin de la licence, je trouvais l'histoire intéressante, mais il n'y avait pas ce petit piment. Donc, c'était quand même, j'étais plus tournée pour des études de communication. Et au fil en fait des cours, au fil des réflexions à Paris, je me suis rendu compte que ça ouvrait tellement de possibilités de réflexion sur tellement de sujets. Personnellement, moi, j'ai pas fait politique, j'ai fait romanistique, donc c'est des études avec de la littérature, de la linguistique française. Et ça m'a ça m'a vraiment beaucoup ouvert l'esprit sur ce que je pourrais faire plus tard et sur des sujets qui m'intéressaient. Paris 7, donc l'université de Paris, également m'a ouvert énormément de possibilités avec des cours sur la Chine, sur les Caraïbes, qui a du coup un peu changé toutes mes idées. Et puis après, j'ai décidé de faire un master en Allemagne parce que la France, pour moi, c'était très scolaire et j'avais besoin de faire le sujet qui me plaisait comme je le voulais. Et je savais que c'était quelque chose que je pouvais faire en Allemagne. Mais je n'ai pas coupé les ponts avec le franco-allemand puisque j'ai repris la coordination du cursus pendant presque 4 ans. Et à la fin de mon master, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je retourne dans le franco-allemand. Il fallait que je sois dans ces deux systèmes en même temps. Donc, j'ai choisi de faire une co-tutelle de thèse. Donc, je fais une thèse en France et en Allemagne. Mais enfin, c'est la même thèse quand même. Hein, j'en fais pas deux. Et, et voilà, donc ça, c'est mon parcours et je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait et de là où j'en suis actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Romain, est-ce que bon, on se tutoie, hein, Romain, donc tu as été mon élève. Est-ce que tu veux bien présenter du coup ton parcours et peut-être aussi, du coup, si tu peux élargir sur, parce que toi, tu fais du journalisme et du coup, sur ce que t'as apporté finalement les études d'histoire. Ça apporte quoi? Parce qu'il y a aussi peut-être des élèves qui se posent cette question, pourquoi faire des études d'histoire? Très bien, pas de souci. Donc, je répondrai à cette question dans la deuxième partie. Donc, j'ai fait à Bibac, moi, au lycée Albert Schweitzer du Raincy, donc, où enseigne encore Sébastien. J'ai ensuite, j'avais toujours dans l'idée de faire journalisme, devenir journaliste. Et il est vrai que la plupart des écoles et des enseignements, des masters, des diplômes de journalisme demandent une formation d'histoire, surtout pour les concours et pour les épreuves de culture générale. Donc moi, j'ai vraiment voulu aller vers l'histoire et vers l'allemand. Et à Paris 3, Paris 7, à l'époque, c'était comme ça, c'était pas Université de Paris. C'était une double licence allemand et histoire, qui était au début organisé en majeur-mineur, ensuite en double licence, donc qui s'organisait autour des deux sites Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 7 Diderot. Aujourd'hui, Université de Paris, mais bon, c'est deux sites différents. Et avec la possibilité, voire l'obligation, de réaliser une année Erasmus en troisième année, qui était pour moi effectivement un argument majeur dans le choix de ma formation. Donc, durant 3 ans, j'ai fait ces doubles licences avec, à la sortie, du coup, un double diplôme, une licence d'histoire, une licence d'allemand, ce qui a un avantage, hein, je pense, par rapport à d'autres formations. J'ai poursuivi ensuite dans le même master allemand-histoire. Alors là, c'était un master majeur allemand, mineur histoire, pour faire en master 2 le master journalisme franco-allemand de la Sorbonne Nouvelle. J'ai choisi cette formation parce que j'ai pas pris pour différentes raisons de ne pas sélectionner les autres écoles de journalisme, mais aussi parce que ce master franco-allemand de journalisme était vraiment offre de belles opportunités de stage, hein, c'est 6 mois de cours, 6 mois de stage. Il y a un concours, pareil, où il y a la culture générale est là pour la culture générale, pour la compréhension de l'actualité, etc. L'histoire est fondamentale, parce qu'on ne peut pas
la culture générale sur l'Allemagne. Il y a vraiment un test de compréhension, de connaissance de l'histoire allemande, donc l'histoire est vraiment fondamentale. Et donc ensuite, j'ai fait ce master de journalisme, et effectivement, depuis, je suis journaliste freelance sportif. Je corresponds effectivement pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung et aussi pour Le Figaro. J'ai lancé aussi mon média spécialisé cyclisme et tourisme, où on parle un peu d'Allemagne, hein. Ça s'appelle Velofutée, si ça intéresse certains. Donc voilà, j'ai aussi une autre activité professionnelle parce que le journalisme est un métier passionnant, mais qui ne paye pas beaucoup, malheureusement. Donc, j'ai un autre emploi en tant qu'analyste dans un cabinet de conseil où là, j'ai été recruté pour une seule principale raison, le fait que je parle allemand. Donc, voilà. Et où la culture générale est très souvent importante. Et quand je parle culture générale, je parle d'histoire et de géographie. Hein, voilà, c'est vrai que c'est fondamental. Donc, je pense avoir répondu aux questions de pourquoi l'histoire m'a servi dans mon parcours professionnel. C'est un prérequis pour le journalisme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire journaliste si on fait des études de sciences ou pas d'histoire, mais c'est un très bon socle et un très bon début pour se lancer dans le journalisme. Une très bonne façon. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Et alors, Quentin Duguay, est-ce que vous voulez bien présenter votre parcours? Et du coup, voilà, j'ouvre aussi sur une autre question qui a déjà été posée dans le chat, qui pose notamment la question, qu'est-ce qu'on étudie concrètement en histoire? Voilà, si dans un deuxième temps de votre présentation, vous voulez peut-être nous parler aussi concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'histoire? D'accord, d'accord. Bah déjà, bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité et de permettre de parler ici ce soir. Donc voilà, moi c'est Quentin Duguay, je suis actuellement en première année de master, donc dans le cursus entre l'Université de Paris et Bielefeld. J'ai fait un Abibac, moi aussi, au lycée Maurice Ravel, donc peut-être qu'il y en a ici qui y étaient, dans le 20e à Paris. C'était très bien. Et après avoir eu cet Abibac, je me suis dit quand même, j'ai étudié 3 ans à moitié en allemand, c'était du travail et tout, autant orienter mes études vers le franco-allemand, de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Et j'aimais l'histoire, je voulais étudier l'histoire et je m'étais dit en plus l'histoire, tant qu'à faire, ça peut être intéressant d'avoir 2 visions, mais je savais que je voulais faire ça, mais je ne savais pas non plus trop où j'allais. J'ai vu qu'il y avait plusieurs cursus, qu'il y avait Tours Bochum, il me semble, en licence, mais également en master, et aussi le cursus de Paris-Bielefeld, et vers lequel je me suis finalement tourné. Moi, j'ai fait des sciences politiques en matière mineure, donc ce dont Mathilde et Monsieur Farge parlaient. Donc, sciences politiques qui était aussi très intéressant. Et il y a beaucoup de choix en matière mineure. On peut prendre plein de choses, de la philosophie, de la romanistique, comme on a dit. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir un peu cette chance, ce qu'on nous on appelle l'interdisciplinarité, d'étudier plusieurs disciplines en même temps. C'est un peu une chance à Bielefeld. Et j'ai beaucoup aimé ce fait en fait d'étudier entre 2 universités. Enfin, j'y étudie encore entre 2 universités et j'aime bien ça parce qu'il y a des vraies différences en fait. Il y a qu'un fleuve qui nous sépare, mais en vrai les systèmes sont très différents. Comme on l'a dit, il y a un système qui est un peu plus à la cool en Allemagne ou qui est un peu plus libre, on va dire. Mathilde disait que le système français était scolaire. C'est vrai, c'est scolaire, mais être scolaire, c'est pas forcément mal. Enfin, moi en tout cas, je sais que en 4 ans d'études, là, enfin 5e année d'études, là, j'aime bien ce côté aussi scolaire français, donc c'est agréable de pouvoir jongler avec les deux en fait. C'est assez sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, voilà, que partir directement 2 ans en Allemagne, c'est bien aussi pour vraiment s'immerger. On reste 2 ans en Allemagne, 2 ans en Allemagne, c'est long et on se crée aussi des liens importants avec les gens du cursus. Comme disait Mathilde, on est jamais tout seul en fait. En plus, le cursus est encore plus gros aujourd'hui qu'avant, donc ça c'est super. On est nombreux et c'est une vraie communauté d'entraide avec ceux qui étaient là avant. On n'est pas tout seul perdu à 18 ans en Allemagne. Là, il n'y a pas de souci. Il y a plein de personnes qui peuvent aider. Donc, la question, c'était ce qu'on étudie en histoire, c'est ça? Bah, ça dépend, en fait, parce que déjà, là, on parle de deux universités, donc P7, enfin, l'Université de Paris et Bielefeld. Pour faire ça simple, à Bielefeld, déjà, on va plutôt être, je dirais, axé sur la méthode, peut-être, plus la méthode historique. Donc, justement, qu'est-ce que c'est que travailler avec une source?
qu'est-ce que c'est d'aller travailler avec une source, comment analyser critiquement une source, comment analyser critiquement un document, ce qui sert dans la vie de tout le temps, en fait, tous les jours. Je pense que, par exemple, en journalisme, savoir étudier une source, c'est sympa, ça aide à faire un bon travail. Fondamental, je confirme. Donc voilà, il y a ça qui est bien. On est surtout sur la méthode en Allemagne. Moins des cours généraux, je pense, de connaissances générales. Ça, c'est plus à Paris, par exemple. Mais donc en Allemagne, on va vraiment avoir des cours un peu qu'on peut choisir. Il y a une grosse liberté de choix sur l'époque, sur la géographie, enfin, je veux dire, sur la géographie, que ce soit français, allemand, européen, sud-américain, nord-américain, Moyen-Âge, époque contemporaine. Alors qu'en France, ça va plus être en troisième année, donc de la connaissance générale pour la licence. Et là où, comme disait aussi Mathilde, ce qui est super à l'Université de Paris, c'est qu'on ne fait pas que de l'histoire française ou européenne. C'est-à-dire on est ouvert sur plein d'autres types d'histoire. Donc on fait de l'histoire de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de la Chine, de l'Asie du Sud-Est. On fait de l'histoire de l'Afrique aussi. On a du Moyen-Orient. Donc en fait, on fait de l'histoire de partout. Et donc ouais, voilà, P7 qui est plus orienté vers la connaissance. Aussi, je pense, vers un peu préparer les concours de l'enseignement par la connaissance que ça apporte, les exercices qu'on produit. Et je trouve que c'est un bon mix d'avoir en France cette connaissance brute en histoire et également en Allemagne plus cette méthode historique. Peut-être souligner aussi qu'en France, on a des cours de pré-professionnalisation, donc pour aussi, se familiariser un petit peu avec les débouchés. Donc par exemple des cours de patrimoine pour les métiers du patrimoine, des cours de journalisme, des cours de plein de choses. Voilà, je sais pas. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, il y avait des questions, notamment de Valentine, qui posait donc la question sur tout ce qui était admission, est-ce qu'il y a un concours, voilà, est-ce que là-dessus, vous pourriez refaire un point? Oui, bien sûr, j'imagine que ça va être moi. Le côté scolaire, c'est moi. J'ai bien compris ce qu'a dit Quentin. Oui, alors, tout se fait sur Parcoursup. Voilà, donc la plateforme de référence, c'est Parcoursup. Il n'y a pas de pièces à ajouter enfin, au-delà des pièces demandées sur Parcoursup pour ce cursus intégré franco-allemand Paris Bielefeld en histoire. Voilà. Donc, par exemple, vous m'avez posé la question, Valentine, de la lettre de motivation. La lettre de motivation, elle est, enfin, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle sur Parcoursup, mais elle est intégrée, si vous voulez, à Parcoursup. Ce n'est pas une lettre de motivation spécifique. C'est voilà, ça fait partie des pièces que vous versez dans votre dossier. C'est un cursus sélectif. Effectivement, Mathilde a répondu en cours de route qu'il y avait 10 places côté français et 10 places côté allemand. Donc, il y a 10 places côté français. Je ne m'inquiéterai pas non plus outre mesure, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une sélectivité. Donc, on produit un classement. Et après, ce classement bouge évidemment parce que des personnes, vous avez le droit à faire 10 choix. Et donc, ça change la donne assez rapidement. D'ailleurs, on arrive assez rapidement à savoir qui sera pris, etc. etc. Donc ça, c'est sur les questions. Je peux peut-être juste rajouter, donc par rapport à une question qui avait été posée sur un double diplôme histoire allemand. Alors, il se trouve qu'à l'Université de Paris, nous avons aussi… Quel est le taux d'admission? Ah, j'y réponds direct parce que ça, voilà. En gros, 1 pour 10, 1 pour 7, ça dépend des années. Voilà. Mais tout le monde, alors, attention, tout le monde est… à quelques exceptions près, les personnes qui font leur candidature sont classées, sauf lorsqu'évidemment les résultats sont trop faibles. Ça, c'est pour réussir, ou que les connaissances d'allemand sont inexistantes. Il y a tous les ans des gens qui candidatent sur Parcoursup, on ne sait pas trop pourquoi, mais je pense qu'ici, je parle à un public qui va savoir pourquoi il candidate à un cursus franco-allemand. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde va être classé et donc ce qui donne des chances d'obtenir une place voilà, assez loin. Sinon, ce que je voulais rajouter, il y a aussi des cours dans ce cursus et dans un autre qui est un peu celui qu'a fait Romain
Romain, que j'ai eu aussi d'ailleurs comme étudiant dans ce cursus, donc qui était une bilicence, si vous voulez, qui combinait en un diplôme l'histoire et l'allemand. Nous proposons ça aussi à l'Université de Paris. Et là, il y a des cours sur l'Allemagne, des cours d'histoire de l'Allemagne, pour répondre à la question. Mais donc, il y a deux modèles un peu différents. Il y a les cursus qui intègrent en un seul diplôme de l'histoire et de l'allemand. Et là, on parle d'un double diplôme. Donc, vous sortez entre Paris et Bielefeld avec deux diplômes, deux licences. Une licence bachelor allemande de Geschichtswissenschaft et une licence française d'histoire. Voilà. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes et vous pouvez… voilà. Donc, et dernière chose, ce qu'on étudie en histoire, donc j'ai beaucoup aimé la réponse faite par Quentin sur le fait que la méthode d'analyse des sources et d'analyse des textes et d'analyse des discours peut vous servir dans plein de domaines, ce qui va… J'imagine qu'il y aura un retour sur les débouchés tout à l'heure. Ce qu'on étudie aussi, ce sont traditionnellement en France, on est très axé sur les périodes, vous savez, histoire antique, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. Donc ça, c'est des choses qui sont, pour la France, qui sont beaucoup moins pratiquées et de manière beaucoup plus souple à Bielefeld. Mais en tout cas, en France, il y a quand même cette tradition-là, très forte, et qui se combine avec ces approches plus thématiques dont il a été question également, sur l'histoire globale, sur l'histoire des mondes non occidentaux ou sur l'histoire du genre, par exemple, l'histoire du genre et des sexualités, qui sont aussi une des spécificités à l'Université de Paris. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, on a une petite blague entre nous parce qu'on a présenté le cursus plusieurs années de suite à Paris et à Strasbourg, et on dit souvent que, en fait, étudier l'histoire, c'est comme un tremplin. C'est-à-dire, je pense que c'est exactement ce qu'a expliqué Romain. L'histoire, on apprend beaucoup de connaissanmes, on en ressort avec beaucoup d'outils d'analyse, et après on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Bon, on ne peut pas partir en physique, mais à part ça, on peut quand même vraiment commencer dans la politique, mais bon, quand on reparlera peut-être des débouchés, on a beaucoup d'étudiants qui ont fait des parcours complètement différents, et on est rare, enfin, on est un peu, oui, ceux qui continuent en thèse et vraiment de l'histoire, c'est pas la majorité du tout, au contraire. Si je peux aussi ajouter quelque chose pour rebondir là-dessus, alors c'est totalement vrai. Et je pense que si on prend 10 étudiants qui ont fait des études d'histoire à la fin de leur licence ou de leur master, ils ont tous fait des choses différentes. On a une grande liberté de choix dans les cours qu'on suit. Alors effectivement, on aura tous des cours de méthodologie, des cours thématiques, des cours professionnels, des cours de langue. J'ai vu qu'il y avait une question, effectivement, il y a toujours la possibilité de suivre des cours d'anglais, des unités d'enseignement. Mais on choisit très vite, on a toujours le choix entre certaines UE, que ce soit, on peut choisir le module histoire médiévale, le module histoire contemporaine, on peut se spécialiser un peu sur une période, on peut effectivement faire de l'historiographie, on peut faire de l'histoire du genre, l'histoire économique au global, l'histoire sociale et culturelle au global. Donc voilà, on peut se spécialiser, on a le choix, on a beaucoup de choix. Si on a un intérêt pour une période, pour une thématique donnée, il y aura forcément de quoi être satisfait. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci beaucoup. Alors, il y a encore toute une série de questions, donc je vais essayer de les rassembler en une pour pouvoir en effet passer sur les débouchés, parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain intérêt là-dessus. Mais donc sur l'admission, donc il y a Irène et Esteban qui demandent est-ce qu'il y a des spécialités qu'ils voudraient mieux avoir, et il y a Justine qui pose la question qui revient un peu à la même chose, quels sont les critères du classement Oui, alors le critère, pour générer le classement, le critère est le suivant. Donc, il est pondéré en fonction des notes que vous obtenez en histoire-géographie, évidemment.
celles qui apparaissent dans votre dossier sur l'allemand, évidemment. Après, on pondère des matières dites plus littéraires, puisque en fait, la manière dont on essaye de raisonner, c'est en termes de compétences. Les compétences que vous développez dans un cursus historique sont des compétences dites de sciences humaines et sociales. Donc, par exemple, les notes de français, par exemple, les notes de philosophie, peuvent être des notes également importantes à pondérer, dont on tient compte. Et puis ensuite, on est très sensible. Donc ça, si vous voulez, il y a un petit côté arithmétique dans ce que je suis en train de vous raconter, avec les notes, les gna-gna, les trucs. Mais comme on a quand même euh, Là, on ne vous entend plus, Monsieur Farge. Il y a peut-être un problème d'Internet, c'est une petite coupure. On ne vous entend pas, Monsieur Farge. Il y a votre oui, micro. pardon. Voilà. Ça s'est arrêté quand? Alors, à quel moment parce que du coup, Vous vous appelez Monsieur Farge, donc? Oui, c'est ça. Non, vous étiez en train de parler de... Vous en étiez à la philosophie notamment. Oui, voilà, d'accord. Rentrer en Donc, compte. toutes ces matières qui vont, disons, dans les mêmes compétences qui peuvent être intéressantes pour réussir un cursus d'histoire, en fait. Donc, ces compétences dites de sciences humaines et sociales, voilà. Et donc, il n'y a pas qu'un classement arithmétique qui est fait par rapport aux notes, mais on tient aussi compte de ce que vous dites de vous dans le dossier Parcoursup sur ce qui vous lie à l'Allemagne, ce qui vous lie aux études d'histoire, pourquoi vous, voilà, si vous avez fait des projets avec l'Allemagne, si vous êtes impliqué dans des projets, toutes ces données, disons, plus personnelles sont prises en compte également. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'il y a des spécialités particulières? Du coup, je suppose que vous regardez plutôt les spécialités histoire, géographie, sciences politiques ou philosophie ou voilà, ce type de spécialité que vous... Non, on ne va pas prédéterminer, on va pas prédéterminer au moment de la commission Parcoursup, on ne va pas préempter les choix de mineurs que vont faire les étudiants ensuite à Bielefeld. Donc, le baccalauréat que vous faites est une formation généraliste, elle doit le rester, elle doit vous ouvrir des portes d'études variées. Moi, je suis partisan en tout cas de cela. Donc, il n'y a pas de spécialité prérequise pour intégrer ce cursus. Voilà. Merci beaucoup. Alors du coup, évidemment, l'autre gros bloc, du coup, c'est celui des débouchés. Hein. Évidemment, on s'imagine qu'il y a les concours, la voie royale, mais il y a plein d'autres solutions, possibilités. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je ne sais pas qui veut bien commencer. Puisque j'ai fait la banque de données de nos anciens étudiants, peut-être que pour le cursus franco-allemand, j'en sais peut-être un peu plus, je ne sais pas. Exactement comme a dit Romain, si on prenait 10 étudiants, tout le monde a fait quelque chose de différent. Donc, il y a des gens qui, comme moi, se décident pour faire une thèse, mais qui, après la thèse, décident de faire complètement autre chose, rentrer dans une entreprise ou continuer dans l'histoire. Il y en a d'autres qui ont décidé de devenir professeur d'allemand en lycée ou en collège. Donc, l'enseignement, c'est un des débouchés, mais ce n'est pas, disons, le préféré. Il y en a beaucoup qui travaillent, en fait, dans le culturel. Beaucoup qui vont travailler dans des ONG ou dans des plus petites ou dans des entreprises, dans du culturel, dans les ministères. On a dans le ministère de l'enseignement ou dans le ministère de la culture en France et en Allemagne, des deux côtés. Des Allemands en France et des Français en Allemagne. On en a également qui ont décidé de partir vers... oui, devenir archiviste, devenir bibliothécaire, journaliste, je pense aussi. Je me rappelle, j'ai pas d'exemple précis en tête là tout de suite. De l'année de ma propre promotion, on a quelqu'un qui a décidé de partir faire une école de chant
Donc, et qui est très douée dans ce qu'elle fait. Et l'allemand lui a apporté beaucoup, puisque maintenant, elle travaille à Saarbrück, dans un opéra. Donc voilà, donc c'est vraiment divers et varié. C'est par rapport aux affinités des personnes, par rapport à ce qu'elles ont envie de faire après. Il n'y a pas de profil type d'étudiant en histoire après master ou après licence même. Et même après une licence en histoire, il y en a, je ne l'ai pas dit, mais il y en a beaucoup qui ont décidé de s'orienter soit vers leur mineur, soit de choisir une autre matière comme, comme je sais pas, la sociologie, la politique, ou même choisir un autre pays. Donc, dans les étudiants les plus récents, on a 2 étudiantes, une qui a décidé de faire un cursus trilingue entre la France, l'Angleterre et l'Italie, si je ne me trompe pas, et l'autre qui a décidé de faire France, Espagne et Allemagne. Donc, ça ouvre vraiment, je dirais, toutes les voies possibles. Romain, peut-être encore sur ces débouchés? Oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, moi j'en ai évoqué 2, donc le journalisme et le commerce un petit peu cabinet de conseil en stratégie, etc., consulting. Dans ma promotion, on a des enseignants, on a des médiatrices culturelles, on a des... même le journalisme, d'ailleurs, c'est pas une fin en soi parce qu'on débouche très vite sur d'autres branches. Ça, c'est peut-être une chose que j'ai appris maintenant et que je ne savais pas quand j'étais à votre place devant Parcoursup. Rentrer, faire vos choix dans Parcoursup, ce sera pas non plus, ça ne va pas complètement fermer votre avenir. L'histoire est une matière ouverte, une formation ouverte. Ça va vous apprendre des compétences et des connaissances qui peuvent servir à tout un tas de métiers. Donc les débouchés, ils sont infinis, comme disait Mathilde. Il n'y a pas de... Effectivement, pour devenir ingénieur dans la biomécanique ou alors laborantin, ça devient un petit peu plus compliqué, mais franchement, toutes les voies sont ouvertes à la suite des études d'histoire. Si J'aimerais bien intervenir. Ah, pardon. Oui, si je peux rapidement. Ah oui, non, allez-y. Oui, oui, mais je voulais intervenir là sur ça, justement sur ces débouchés. Moi, dans ma promotion, je suis un des seuls au final qui continue en histoire. Donc il faut se dire que, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux faire ce qui m'intéresse, c'est la recherche, de partir en thèse, les concours, de l'éducation, les choses comme ça. Je suis une minorité, hein. C'est-à-dire, se dire que si on fait des études d'histoire, on va finir prof d'histoire, c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire qu'après, on peut faire énormément de choses. Et moi-même aussi, l'avantage du cursus, en fait, c'est qu'à Bielefeld, on est, comme on l'a dit, on est plus libre, c'est moins scolaire. On n'a pas des années à valider, on a juste des cours à valider qu'on peut ordonner un peu comme on veut, qui sont un peu plus flexibles. Ça permet de faire des stages, ça permet d'aller regarder un peu ce qui se passe à côté. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage en institution européenne, donc dans ce qu'on appelle un centre d'information européen. Donc c'est une maison, c'est plus dans le domaine de la culture, du local, peut-être de l'événementiel, où en gros j'étais dans un centre européen à Duisbourg, donc en Allemagne, et pendant 2 ou 3 mois, je ne sais plus, j'étais sur place. Voilà, c'est la Commission européenne qui dirige ça, qui donne de l'argent aux stations locales, et ensuite nous on s'occupe d'organiser des choses en rapport avec l'Union européenne. Donc généralement toutes les semaines on essayait d'organiser des sortes d'universités populaires. On faisait venir des historiens, on faisait venir des politologues dans des salles communes, et les gens de la ville pouvaient y aller, c'était gratuit. Et donc comme ça on essayait de créer vraiment quelque chose de culturel. Mais on travaillait aussi plusieurs fois, j'étais avec des syndicats, on travaillait avec des syndicats aussi. Il ne faut pas oublier que faire un cursus franco-allemand, c'est aussi faire de l'allemand et du franco-allemand. Et l'allemand, on le répète souvent depuis tout le temps, mais c'est vrai, ça ouvre beaucoup de portes en fait. Et notamment du côté européen, il y a aussi tous ces métiers-là qui existent. Donc moi, dans le futur, je ne pense pas m'y orienter, mais qui sait, peut-être qu'après, à la fin de mon master, je me dirais, tiens, j'ai plus envie d'aller vers ma thèse et je vais aller dans un centre d'information européen, parce que c'était quand même très bien, c'était très sympa.
Donc pour voilà, dire qu'il y a énormément de possibilités au final parce qu'on fait aussi de l'allemand, quoi. Oui, sur cette histoire de débouchés, je voulais aussi rajouter quelque chose. Je pense que c'est difficile de se projeter avant le bac dans les 5, 6, 7 ans qui vont suivre. C'est-à-dire que là, vous pensez déjà d'une certaine manière à votre sortie de fin d'études et à votre première insertion professionnelle. Et je comprends que ça puisse être un peu angoissant. Ce qu'il faut savoir, et j'ai été chargé de ces questions-là dans l'université où je travaillais avant, j'étais en charge, vice-président à l'insertion professionnelle des étudiants, dans une fac de sciences humaines. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous devez viser, il y a de fortes chances pour que vous fassiez un master à l'issue de votre licence. Une licence franco-allemande, elle vous ouvre, c'est un tremplin vers l'international, ça a été dit. Et ensuite, de toute façon, le cheminement vers la première insertion professionnelle, c'est un chemin. Donc, ça va se faire par, Quentin parlait des stages, ça peut se faire par des rencontres, ça peut se faire par des jobs que vous faites à côté, donc par des cours aussi qui vous aident en cours de la licence à vous orienter et au cours du master. Donc, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que projetez-vous peut-être d'abord dans la poursuite d'études, voyez ce que l'histoire peut vous amener donc vers des masters de sciences politiques, vers des masters de patrimoine, vers des masters de muséologie, de médiation culturelle, vers des masters d'études de langue ou d'études de langues appliquées ou des tas de choses. Et voilà. Et en fait, l'insertion, ce n'est pas tout de suite. Pour la très grande majorité d'entre vous, il y aura une poursuite d'études en master. Les personnes qui travaillent directement après la licence sont très peu nombreuses parmi nous. Merci beaucoup. J'avais peut-être une dernière question avant de conclure. On essaye de respecter les 45 minutes, le canevas. Mais j'ai quand même une question. La différence entre ce qu'on fait au lycée en histoire-géographie, donc ce que les élèves connaissent de l'histoire-géographie, et ce qu'on fait à l'université. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'il y a une adaptation à faire ou pas ou, voilà. Peut-être je peux prendre la parole sur ce sujet, parce que pour moi c'était récent. Il n'y a pas d'adaptation, c'est-à-dire que c'est très différent, ça c'est sûr. Ce que vous faites au lycée, c'est de la culture générale historique en fait. C'est-à-dire on va vous apprendre des événements, des questions, vous faites un peu de mémoire aussi des fois, mais c'est vraiment de la culture en fait. Ce qu'on va faire en licence, c'est une formation d'historien. En tout cas en Allemagne, c'est surtout axé sur ça. On va faire une formation d'historien et être un historien, c'est pas savoir réciter par cœur toutes les dates de l'histoire, toutes les batailles et tous les rois, c'est absolument pas ça. Ça, c'est pas de l'histoire. L'histoire, c'est une méthode. L'histoire, c'est un travail avec les sources. L'histoire, c'est un travail avec le passé, peut-être entre le passé et le présent, ça c'est possible. Mais il ne faut pas se préparer. C'est-à-dire que le but de la licence est justement de vous préparer. Il n'y a pas de travail en amont à fournir. Surtout en Allemagne, où en Allemagne, on va tout de suite passer à de la méthode et vous apprendre à faire de la méthode dès le début. Là où en France, comme j'ai dit, on fera un peu de culture, mais non, c'est très différent. Le choc que moi j'ai eu, pour parler de mon expérience, c'était surtout en fait un choc d'un coup, j'ai dû apprendre à faire de la méthode historique en allemand. Ça, c'est sûr que c'est un choc parce que c'est un vocabulaire qu'on n'a pas. C'est lire des textes compliqués qui sont compliqués en allemand, mais c'était ça le choc. Et c'est passé en 1 mois ou 2. C'est parce qu'on vit en Allemagne et votre niveau d'allemand va exploser. Et ça, c'est aussi important de le préciser. Et peut-être dire quelque chose qu'on n'a pas dit, hein, mais qui est tout bête et qui est tout trivial. Mais aller vivre à l'étranger, c'est aussi une expérience en elle-même, en fait. C'est-à-dire que le Quentin Duguay qui avait fini son bac et le Quentin Duguay qui était revenu à Paris en L3, c'était pas le même. On vit quelque chose, en fait. Il y a une vraie expérience. On part de chez ses parents à 17-18 ans. On va vivre à l'étranger, on crée des communautés locales avec des gens, des très bonnes amitiés, on fait une expérience. Et ça aussi, c'est important. Je pense qu'en France, on n'a peut-être pas l'habitude de le dire, que les expériences comme ça, personnelles, sont importantes et forgent. Mais en Allemagne, on aime bien le dire. Et ouais, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et si je peux soutenir ce que dit Quentin, moi je suis
tout à fait d'accord parce que je vois beaucoup de questions sur le master, beaucoup de questions sur après. Et on change tellement pendant ces études. Je pense que les personnes qui ont une idée précise de ce qu'elles veulent faire et qui finissent par faire exactement ça, c'est la minorité. On apprend les études, c'est un moment, enfin l'université, c'est un moment de découverte de soi, de découverte des autres. On apprend tellement de choses sur le monde, on s'ouvre à bien d'autres choses. Comme disait Quentin, quand on arrive à 18 ans dans un pays étranger, on a d'autres problèmes que nos anciens camarades qui sont restés à la maison avec leurs parents. Et ça nous fait grandir énormément et on s'ouvre à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais que, comme je disais au début de ma présentation, moi, je souhaitais partir dans le culturel. C'était absolument ce que je voulais faire. Il n'y avait rien pour me... Tout le monde posait la question, non, moi, je veux faire du culturel. Et je me suis rendu compte que l'histoire, il y a du culturel dedans. L'histoire, je pense que M. Farge sera d'accord, il y a aussi beaucoup de communication, on fait beaucoup de publicité, on touche à énormément de choses quand on travaille dans une université ou tout simplement dans une institution. C'est de la culture en fait. Donc finalement, j'ai un peu fait ce que je voulais, mais j'ai pris beaucoup de chemin et j'ai découvert beaucoup de choses. Et oui, ce qui est normal à dire, mais la Mathilde de 18 ans n'était pas la Mathilde de 22 ni celle de 26. Et c'est important de se laisser aussi du temps de découvrir les choses, de découvrir un nouveau pays et de pas forcément regarder directement au-delà de la licence avant d'avoir commencé. Ça, ce serait vraiment mon conseil que je donnais déjà aux étudiants quand ils arrivaient à Bielefeld et qu'ils me parlaient du master. Je dis, fais ta licence, prends ton temps, découvre le pays, puis après on verra. Et je pense que c'est un bon conseil. Merci beaucoup Patrick Farge, merci beaucoup Mathilde Ackermann, merci beaucoup Romain Beaucourt, merci beaucoup Quentin Duguay. C'était très intéressant. Si je n'étais pas convaincu, je pense que je referai des études d'histoire. Voilà. Merci à tous les élèves qui ont été présents. J'ai compté 88 participants ce soir. Et je vous rappelle que vous y reste encore 4 tables rondes et une dernière conférence avec le responsable de Parcoursup si vous avez des questions très techniques à poser sur Parcoursup. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.